C'est un chemin secret. Il mène à un village hôpital au cœur de la forêt vierge. Aujourd'hui, au Gabon, la médecine traditionnelle est interdite. Le gouvernement a opté pour la médecine occidentale qui a désormais le monopole des soins. Mais la population résiste. Elle tient à conserver sa médecine à elle. Dans ce village hôpital, les Golani, rien que des malades et les parents qui les ont accompagnés, qui font leur cuisine et participent aux soins. Ici exerce un très célèbre féticheur, Kurunajevinga. Il connaît les remèdes, mais ne surestime ni leur rôle, ni son pouvoir. Dès le début de la séance, il a la guérison, c'est l'affaire de tous. Qu'allons-nous faire ensemble? Soigner et guérir un malade. Chaque geste du rituel est un symbole, intelligible à tous et qui permet de faire participer à la guérison non seulement le malade, mais tout le groupe. Car c'est de tous que dépend en fin de compte la guérison. Le féticheur, lui, ne peut qu'aider les uns et les autres à se défaire de la maladie. La guérison est avant tout une double réconciliation. Le malade doit retrouver l'accord avec lui-même et l'accord avec son milieu. Car c'est de la rupture qu'est venu le mal. Ce sont précisément les termes qu'emploient les Africains pour dire le problème. Cette femme avait une inflammation des ovaires. Elle est guérie et le guérisseur va en témoigner publiquement. Le rituel démontre à quel point elle était perdue, comment elle est redevenue elle-même et comment elle a renoué avec le monde. Le féticheur n'est en ce moment qu'un officiant, célébrant une harmonie qui avait été rompue et qu'ils ont retrouvée. C'est une fonction sociale qu'il ne peut exercer qu'avec la participation du groupe. C'est exactement le contraire de ce que l'on entend en Occident par grand sorcier. Tous comprennent ce qui se passe, savent le sens des symboles. La médecine africaine traditionnelle est le reflet de la société africaine d'autrefois, une société qui ne déléguait pas ses pouvoirs. Dakar, capitale du Sénégal, qui fut une des plus anciennes colonies françaises d'Afrique. Les Blancs ont construit une ville à leur usage, un port pour leur commerce avec l'Europe. Décimés par les maladies tropicales, ils ont amené leurs médecins. À l'époque coloniale, tout était organisé par le pouvoir colonial pour le colonisateur en fonction de sa propre société. L'indépendance de la colonie s'est traduite par la création d'un État, par une nouvelle organisation des pouvoirs, un type de pouvoir inconnu de la société traditionnelle africaine. Le nouvel État prendra en main le problème de la santé publique. Il donnera à la médecine scientifique de l'Europe le monopole qu'elle a en Europe. Une pharmacie à Dakar. Pour chaque maladie, un remède ou une série de remèdes. Le malade est devenu un consommateur, d'abord de soins médicaux, puis de médicaments. La prolifération actuelle des remèdes ne tient pas tant à la diversité de leurs propriétés qu'au fait qu'en Europe, l'industrie pharmaceutique est un des secteurs les plus rentables de l'économie. Mais ici, les médicaments sont importés. C'est une lourde charge pour le pays. Et c'en est une pour les malades, auxquels la publicité s'emploie à enfoncer dans le crâne une foi superstitieuse en la valeur magique des médicaments des Blancs,
détournant ainsi la population de la médecine préventive, de l'hygiène et bien sûr de toute révolte possible contre les conditions de vie qui entraînent la maladie. Dans cet hôpital de Dakar, on est aux antipodes d'Egolani et du diagnostic exigeant la compréhension globale des problèmes d'un individu. Les médecins, ici, ont jugé bon de faire une radiographie du cerveau de ce malade mental. Diagnostic qui exige beaucoup d'instruments, des connaissances techniques. Le patient n'est guère plus qu'un objet qu'on manipule. Pour ce genre d'exploit, il faut un matériel de plus en plus sophistiqué, de plus en plus coûteux. Dès lors, les grands patrons ont de plus en plus tendance à ne s'occuper que des cas. La virtuosité engagée sur quelques-uns, à grand prix, prime sur le service rendu à tous, à bon compte. L'amortissement du matériel, les honoraires des spécialistes, grèvent lourdement les budgets de la santé publique. Une telle médecine est-elle à la portée d'une collectivité pauvre? Le guérisseur sénégalais, un peu comme l'était jadis en Europe le médecin de campagne, fait partie du milieu villageois. Son salaire est proportionné à ce que les villageois peuvent payer. En l'occurrence, 2 bouteilles de vin. Indolo dia sadi. Iko ni kura fikiro la emma. Fikiro la emma. Kabrabe mala fikiro la. Tara otumo ibota pamola. Yane besaina. Parfois, ce salaire est seulement symbolique, le crâne d'une chèvre ou de tout autre animal. Le guérisseur connaît les remèdes. Il n'est pas de société humaine qui n'ait appris à lutter contre les maladies en utilisant les plantes, les animaux qui forment son environnement. Aujourd'hui d'ailleurs, les remèdes vendus en pharmacie ne sont bien souvent que la reproduction chimique et dosée d'éléments qu'on allait chercher jadis dans la flore locale. Le malade se plaint de douleurs au ventre dont il souffre depuis plusieurs jours. Il n'a pas besoin d'en dire long. Le guérisseur voit ce qu'il lui faut et lui prescrit une racine à faire bouillir dans de l'eau et dont il doit boire le bouillon. L'important, c'est de prendre juste la dose nécessaire. Les Européens qui vivent depuis longtemps en Afrique n'hésitent pas à recourir à la médecine indigène traditionnelle. Madame, pourquoi est-ce que vous êtes venue voir ce guérisseur? Je suis venue le voir, j'ai eu une hépatite virale et j'ai entendu dire qu'ici on soignait très bien les hépatites virales. Vous avez été d'abord soigné par un médecin européen? Oui, j'ai été soignée par un médecin européen et ça n'allait pas bien. Je mangeais rien, je prenais des remontants, tout ça, ça me faisait rien. Et finalement, il y a une infirmière de l'hôpital que je connais qui m'a dit « Je t'emmène voir un guérisseur qui est très connu à Dakar et il va te donner quelque chose. » Je suis venue ici et monsieur m'a regardé les yeux, il a bien vérifié si c'était bien une jaunisse et il m'a donné des racines qui doivent macérer dans l'eau pendant un certain temps et que j'ai bu. Et à partir de ce moment-là, presque du jour au lendemain, j'ai recommencé à manger et je me suis sentie beaucoup mieux. Le traitement a duré 3 semaines. Bruyant salaire d'une visite médicale, le coq qu'on emporte au poulailler. Revenons à Egolani.
loin de la civilisation européenne, pour mieux comprendre certains aspects fondamentaux de la médecine africaine. Corona Jevinga nous accorde une interview. Chez nous, ce n'est pas l'apprentissage qui permet de devenir guérisseur. C'est l'entourage qui sait si quelqu'un peut devenir guérisseur. Moi-même, j'ai été malade avant de devenir féticheur. J'avais un mal au côté. J'ai été soigné par Ogou-Lavirier et Ogou-Lavirier m'a guéri. Je suis resté chez lui et j'ai travaillé pour lui. Et longtemps, on m'a surnommé la côte malade. Et puis, Ogou-Lavirier m'a dit, pour te remercier de ton travail, je vais faire de toi un guérisseur, car tu peux en être un. Il m'a appris l'usage des plantes de la forêt et des arbres, et puis un jour, il m'a percé les yeux pour me permettre de voir la maladie. Dès lors, j'ai su regarder la torche de résine et voir à travers elle le malade et son mal. Chez les Européens, le malade doit passer devant la radio pour trouver la maladie. Nous n'avons pas honte de dire que nous sommes obligés de faire de la musique, de danser et de chanter en regardant la torche pour trouver la maladie. Cela vous paraît peut-être ridicule, mais c'est ainsi que nous faisons depuis toujours. C'est ainsi que l'on découvre si l'origine du mal est dans la gorge, dans la poitrine, le ventre ou le petit boyau. Suivant la maladie, tout en dansant, on réfléchit pour savoir quelle écorce on ira chercher le lendemain, avec quelle plante on peut soigner cette maladie. Mais il y a une chose que les Européens ne soignent pas, sans doute parce qu'ils ne la voient pas, c'est la corde de nuit. C'est pourquoi un malade n'est jamais tout à fait guéri. Même quand il a été bien soigné par les Européens, il garde la corde de nuit qu'il attache à sa maladie. Nous, les guérisseurs africains, nous savons couper la corde de nuit. Je ne sais pas si les Européens savent ce qu'est le sacrifice. Nous sommes obligés de nous donner nous-mêmes, avec tout notre corps, dans la danse et pendant plusieurs nuits pour obtenir la guérison d'un malade. Je ne sais pas soigner le cancer, car ce n'est pas une maladie de chez nous. Mais je sais soigner le PV, c'est quand on respire mal. Les nerveux, les fous, je sais les calmer. Je connais les plantes pour guérir la blénorragie, mais je ne sais pas soigner l'éléphantiasis. Les maladies du ventre de la femme, je sais les soigner. Et d'autres maladies du ventre, des intestins. Mais pas la hernie étranglée. Pourtant, je sais ce qu'il faut boire pour qu'une hernie ne devienne pas étranglée. Il arrive aussi qu'un mauvais sort soit jeté sur quelqu'un. Je sais empêcher cela. Quand le malade est guéri, je fais les gestes qui appellent sur lui la protection des ancêtres. Il est bien que les Européens soient venus nous apprendre des choses que nous ne connaissions pas. Mais il ne faut tout de même pas nous en remettre complètement à eux, oublier nos connaissances et perdre nos coutumes parce qu'elles nous viennent de nos ancêtres et qu'elles font partie de ce que nous sommes. La société occidentale, quand elle hospitalise un malade, le sépare de son groupe et lui donne un numéro. Cette rupture est un traumatisme, même pour l'adulte. Pour le nouveau-né que l'on sépare de sa mère, ce traumatisme peut être mortel. En Europe, on commence à le comprendre. Faut-il que l'Afrique, pour suivre notre progrès, commence par adopter des méthodes que nous mettons désormais en question? Une infirmière, aussi compétente soit-elle, n'est pas et ne peut pas être une mère pour chacun des enfants rassemblés dans une salle. Surtout en Afrique, où dès sa naissance, le bébé vit constamment peau contre peau avec sa mère.
Le malade, qui était traité en tant qu'individu dans une société africaine collectiviste, n'est plus qu'un objet à réparer dans une société moderne individualiste. Quel paradoxe. Cette réparation coûte de plus en plus cher. Et le pays reste pauvre. Les hôpitaux sont surpeuplés, 2 malades par lit. Lambaréné, le village-hôpital fondé par Albert Schweitzer. Une des rares tentatives d'adaptation de la médecine occidentale au milieu africain. Le docteur Schweitzer fut un des premiers à comprendre qu'un Africain ne peut être soigné utilement en dehors de son entourage et à en tenir compte. Il conçut son hôpital comme un village où la famille vient vivre avec son malade. Jugeant important de ne pas rompre l'équilibre biologique entre l'homme et son milieu, il refusait l'usage du DDT. Il refusait de faire de l'hôpital un lieu aseptisé, trop différent de celui dans lequel le malade retournerait une fois guéri. Il voulut un hôpital construit véritablement pour les malades et non pour les médecins. Le médecin-chef actuel de l'hôpital, le docteur Abicht, semble faire partie d'une autre école. Sie haben mich gefragt, ob ich der Meinung sei, dass eine Beziehung... Vous me demandez si je pense qu'il serait bon de faire une synthèse entre médecine indigène africaine et médecine moderne des pays développés. Il n'est pas facile de répondre à cette question, car elle ne pose que partiellement le problème. Weil sie eigentlich nur ein Teilproblem betrifft. Ich bin der Meinung, dass eine Beziehung zwischen den Kulturen... Je pense qu'une relation entre les cultures africaines et européennes, ou des pays développés, est possible et même souhaitable, mais je crois qu'une étroite collaboration entre médecine indigène et médecine scientifique n'est ni possible ni souhaitable, parce qu'il s'agit en fait de 2 systèmes de pensée différents. L'un très subjectif, l'autre objectif et scientifique. Eine sehr subjektive und die objektiv naturwissenschaftliche Denkweise. Si la médecine moderne a fait les remarquables progrès qui caractérisent ces dernières décennies, c'est depuis qu'elle a commencé à penser objectivement, scientifiquement, et cela sera ainsi dans l'avenir. Le village-hôpital d'Albert Schweitzer sera bientôt rasé. Il est question de construire à la place un bâtiment ultramoderne. Les Européens ont bien du mal à penser le progrès en termes différents de ceux qu'ils ont eux-mêmes posés. Ils sont persuadés que les sociétés du monde entier doivent se développer selon le même schéma que le leur pour progresser, pour se développer. La faculté de Dakar, construite par les Français après l'indépendance du Sénégal. Une des plus grandes universités africaines. Le diplôme de docteur en médecine, décerné par cette faculté, permet d'exercer en France. Pendant l'époque coloniale, 3 ans suffisaient pour devenir docteur africain et avoir le droit de soigner les indigènes. Des médecins qui ne savaient pas le latin et ne faisaient pas d'interminables études, mais capables de soigner avec compétence toutes les maladies courantes et d'effectuer des opérations chirurgicales simples. Le docteur africain disparut avec l'indépendance. Il ne correspondait pas à l'image que le jeune État se faisait de son standing. Résultat, une pénurie de médecins. Et les titulaires du titre se concentrent dans les villes, là où se trouvent les Européens et la nouvelle classe dirigeante, ceux qui peuvent payer. C'est aussi en ville que se construisent les hôpitaux. Au Sénégal, 75% des médecins et 74% des pharmaciens sont installés dans la région de Dakar. Dans la majorité des pays africains, les services médicaux ne fonctionnent que grâce à l'assistance technique étrangère. Antoine, militaire français du contingent, fait son service en tant que chirurgien. Mais il n'est pas chirurgien. Il a encore 5 années d'études à faire pour le devenir. Grâce à la coopération, il acquiert une expérience pratique qu'il n'aurait jamais été autorisé à faire en France. Il est le seul chirurgien de cet hôpital.
Ce genre de situation, assez courante, a engendré bien des polémiques. Mais il faut rendre justice à Antoine, il s'en tire fort bien. Très mal payé, de garde de jour et de nuit, très dévoué à ses malades, il n'a jamais eu le moindre pépin. En fait, la chirurgie est une technique, bien plus qu'une science. Habileté manuelle et pratique quotidienne comptent bien plus que les connaissances théoriques. Pourquoi ne pas admettre, non seulement en matière chirurgicale, mais dans le domaine médical, une répartition des tâches en fonction d'autres critères qu'en Europe? Et pourquoi l'Europe ne modifierait-elle pas les siens? Parce que l'institution médicale européenne n'aime pas se remettre en question, et parce que l'État africain veut ressembler à un État européen, parce qu'il aurait l'impression d'avoir un système médical au rabais, un système pour pauvres. Réalisation de prestige, formation de spécialistes cherchant l'exploit médical. Derrière cette façade, les services de santé ne fonctionnent pas. Dans les provinces, peu de personnel soignant, pas de médicaments dans les hôpitaux. Et ce sont les assistants étrangers qui gèrent la pénurie. Devant les hôpitaux africains, les files d'attente s'allongent chaque année. Les statistiques attestent une augmentation des consultations et des soins dans les services de santé officiels. Certains y voient un progrès, d'autres la preuve de l'augmentation des maladies due au progrès. Les Européens s'interrogent. La maladie aurait-elle cette double dimension, psychique et sociale, que lui attribuent les Africains? Serait-elle, comme le dit un médecin français, un langage, une manière d'exprimer un désaccord avec soi-même ou un désaccord social? Et l'Africain est de moins en moins adapté à la société dans laquelle on veut le faire entrer. À Libreville, au Gabon, une clinique privée, en tout point modèle, la clinique du docteur Chambrier, gabonais de père français. Mieux équipé en matériel que l'hôpital de la capitale, mieux pourvu en personnel, la clinique attend des clients. Des clients en mesure de payer. Il n'y a pas foule. Pour compenser, le docteur loue ses chambres à des voyageurs de passage quand les hôtels de Libreville sont pleins. 500 francs lourds la nuit. Les femmes des fonctionnaires et des membres du parti unique gabonais ont des prix de faveur. Mais de ce fait, n'ont pas droit aux chambres particulières. Le docteur Chambrier représente un triple pouvoir dans le cadre d'une société occidentalisée. Le pouvoir médical, justifié par la science, le pouvoir du possédant, justifié par le capital investi, le pouvoir politique enfin. Le docteur Chambrier est membre du comité directeur du parti unique, une des têtes du régime. Une mosquée au Sénégal, expression d'un autre pouvoir très important dans l'Afrique de l'Ouest, le pouvoir religieux. Le marabout de cette mosquée était un guérisseur célèbre qui savait en particulier soigner les fous qui se promènent dans l'enclos, le pied emprisonné dans une bille de bois. Le marabout est mort avant d'avoir pu désigner un de ses 4 fils pour en faire son successeur. Plutôt que de se quereller, les 4 fils s'entendirent pour bénéficier ensemble de la renommée de leur défunt père. Ils soignent ensemble et se partagent équitablement les honoraires, d'autant plus élevés qu'ils sont 4 à officier. L'esprit de lucre a fait naître dans la société africaine un nouveau type de guérisseur, le charlatan.
L'un après l'autre, les 4 frères écrivent sur une ardoise un verset du Coran. Une ligne chacun. L'ardoise est lavée, l'eau de lavage recueillie. Cette eau trouble devient le remède miracle. C'est-à-dire ce verset du Coran, nous avons écrit, c'est-à-dire pour un malade qui vient d'arriver pour se soigner, mais il a une maladie mentale. Voilà pourquoi ce médicament a été fait pour ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à convaincre le malade de boire la décoction sacrée et à croire en sa vertu. Ce maraboutisme n'a plus rien à voir avec la médecine traditionnelle africaine, celle des féticheurs. La faculté de pharmacie de Dakar compte 300 étudiants. Pour la plupart, ces jeunes gens vont devenir des pharmaciens, c'est-à-dire des commerçants en remèdes. Dans les forêts africaines, poussent bien des plantes médicinales qui ont fait leurs preuves. Au lieu de les étudier afin de pouvoir mettre sur le marché des médicaments accessibles à tous, on apprend la pharmacopée européenne et l'on pousse à fond l'invasion médicamenteuse. Un hôpital d'État à Dakar. Il n'est pas facile de s'y faire admettre. Il faut se mettre dès l'aube dans la file d'attente pour avoir une chance de passer la visite. L'entretien de ces hôpitaux tropicaux devient de plus en plus coûteux. On admet que pour le garder en état de fonctionnement, il faudrait consacrer annuellement à l'entretien du bâtiment et du matériel 30% du prix de construction et d'équipement. À quoi s'ajoute une infrastructure administrative de plus en plus lourde. La paperasserie met à rude épreuve le sentiment d'appartenance au groupe de l'homme africain. Pour avoir les papiers indispensables, pour passer sans trop attendre, pour entrer même, il faut graisser des pattes. La corruption se développe à tous les niveaux. La santé publique devient une affaire commerciale de plus en plus malsaine. Des Européens clairvoyants, comme le docteur Schweitzer, avaient compris que les Africains ont besoin de la solidarité de tout leur groupe pour guérir. Mais pour ceux qui sont entrés ici, venir chercher la santé signifie se perdre dans le labyrinthe d'un monde fermé, autre. Ces acteurs sont ce que l'on nomme en général des fous. À l'hôpital psychiatrique de Fan, des fous ont décidé de donner régulièrement des spectacles à d'autres fous. À ce spectacle, tous les villageois de Fan peuvent assister. Le personnel soignant participe lui-même à la représentation, soit parmi les acteurs, soit parmi les spectateurs.
psychodrame n'est pas un emprunt à la thérapeutique occidentale moderne, mais une tradition toujours vivace en Afrique, où depuis toujours, les villageois exorcisaient leurs fantasmes dans la danse et dans la comédie, comme l'Europe le faisait au Moyen-Âge dans les fêtes masquées et folles du carnaval. L'hôpital psychiatrique de Fan n'est pas un asile d'aliénés, c'est un village. Les malades n'y viennent jamais seuls, mais avec un membre de leur famille au moins. Sous la protection des leurs, ils sont libres, ils peuvent même aller se promener hors de l'hôpital. Voici le Pinch. Comme dans le village natal, les habitants se rassemblent quotidiennement pour le palabre. Les malades sont immergés dans un milieu normal. Ils ne sont ni jugés ni rejetés. Ils ne sont pas traités en fous. Ils disent tout ce qu'ils ont à dire. Les malades reçoivent un traitement comportant des remèdes. Pourtant, ces remèdes ne peuvent à eux seuls assurer une complète guérison. Le professeur Colomb, directeur des services de psychiatrie à Dakar et initiateur de l'expérience de Fan, dit pourquoi. On dit souvent, les malades disent souvent, et les familles de malades, voire même les guérisseurs, qu'à Fan, c'est-à-dire dans cet hôpital, nous ne guérissons pas complètement, nous calmons. Nous aidons à la guérison, mais pour que la guérison soit complète, il faut qu'il y ait un travail du guérisseur. Qu'est-ce que c'est que ce travail du guérisseur? Pour le guérisseur, la maladie mentale n'a pas la même représentation que pour nous, la même explication. Elle est due en général à une agression, soit une agression de la part des hommes qui vivent avec le malade, de son entourage immédiat, soit une agression des esprits, c'est-à-dire de ceux qui représentent la loi, l'ordre ou la religion. Et alors, pour que la maladie soit complètement guérie, il faut qu'il y ait un accord entre le malade, sa famille et l'agresseur. C'est-à-dire, il faut démasquer l'agresseur, il faut que l'agresseur avoue si c'est un homme, ou défaire le travail de l'agresseur si c'est un maraboutage, comme on dit ici, c'est-à-dire une espèce de travail magique qui est fait par l'intermédiaire du guérisseur sur la personne du malade. Ou bien alors, il faut qu'il y ait un accord entre le malade et la loi. La loi est représentée en général par la tradition, l'ancêtre, c'est un peu la même chose, la loi, la religion, la tradition, l'ancêtre. Et le marabout est censé opérer à un certain niveau symbolique qui va rétablir l'accord entre le malade et les autres, entre le malade et la loi. Ainsi, ce que le médecin généraliste et surtout spécialiste ne comprend pas, le psychiatre l'a compris. La notion de maladie a ici une autre dimension qu'en Europe. La guérison implique un autre niveau de soins parce que l'Africain est le produit d'une autre société, d'une autre culture. Il suffit de voir ce Pinch des femmes aliénées pour le comprendre. Avant que le milieu traditionnel africain ne soit détruit par l'influence européenne, le malade mental n'était pas envoyé dans un asile. N'étant pas responsable de l'agression dont il était victime, il ne pouvait être considéré comme personnellement responsable. Il continuait d'être un membre à part entière de la communauté. Le professeur Colomb dit encore, quand un thérapeute regarde un fou comme un homme malade, la relation thérapeutique est mauvaise et le but est manqué. Nous condamnons le fou à demeurer fou, nous l'enfermons dans sa condition de fou. Et en Europe, c'est la société entière qui rejette ainsi le fou, l'obligeant à demeurer fou.
Kenya, un autre village psychiatrique à l'intérieur du pays. Une expérience identique à celle de Fan. Expérience rendue urgente et nécessaire par la désintégration rapide des coutumes dans le monde rural. Aujourd'hui, dans les villages, on garde de moins en moins les malades en famille. Si l'un d'eux a une crise de folie, on appelle la police, qui emmène le malade et le fait enfermer dans un asile gouvernemental que l'on peut sans exagération qualifier de prison. Jadis en Afrique, il n'existait pratiquement pas de folie chronique, seulement des accès de folie, vite guéris avec l'intervention du sorcier servant de médiateur avec le groupe. Mais aujourd'hui, c'est le groupe lui-même qui tente à se défaire. Dans les villes, la grande famille africaine se dissout, remplacée par la cellule familiale étroite, de type européen. C'est une nouvelle société où chaque individu est livré à lui-même. Le fou n'est plus assumé par le groupe et protégé par lui. Il est un fou, comme en Europe. Dans ce village, c'est différent. Ici, les gens essaient de calmer les malades jusqu'à ce qu'ils puissent de nouveau être acceptés par le groupe. Les Européens qui aiment l'Afrique et la connaissent s'efforcent de mettre sur pied, aussi vite que possible, un certain nombre de ces villages, car le gouvernement sénégalais a décidé de faire enfermer tous les aliénés afin de ne pas ternir l'image du pays quand le tourisme est en pleine expansion. La construction de ces huttes et l'achat de médicaments nécessaires ne représentent pas une grosse dépense. En général, le traitement ne dure que de 4 à 5 mois. Une thérapie occupationnelle doit accélérer le processus de guérison. Chacun peut se livrer à l'occupation de son choix. Un vieil homme soigné à Kenya retourne chez lui après 3 mois de traitement. Pourquoi cette bille de bois? Lui est-elle destinée? Non, là je crois que c'est abandonné, là. Puisque maintenant il était hospitalisé assez longtemps chez nous, c'était abandonné, mais il y a toujours des risques qu'il s'y retrouve. Le problème maintenant est de reconversion, de le faire accepter de nouveau par la famille, parce qu'on l'a un peu oublié. Le conseil de famille décidera si on accepte ou non le retour du vieux, maintenant calmé. Se singulariser en étant le seul de son village à planter du riz. Son riz était une réussite, mais les vaches du voisin venaient régulièrement dévaster sa rizière. Chaque fois, il piquait une crise de rage et s'en prenait au propriétaire des vaches. C'est ce qui fit décider qu'il était fou. Car seul un fou peut avoir l'idée de planter du riz dans une région où depuis toujours les vaches se promènent en liberté. L'homme fut exclu du groupe, son comportement considéré comme déshonorant pour tout son clan. Quand en fin de compte il est repris, avec une période d'essai de 3 mois, il ne le doit pas à la solidarité familiale, bien compromise ici, mais à la pression exercée par le médecin blanc. En important ici sa société et sa médecine, la puissance coloniale, puis le monde occidental, ont mis en marche un processus de décomposition qui met en danger la santé physique et psychique de l'homme africain. C'est un fait. La médecine moderne a découvert des remèdes efficaces contre un certain nombre de maladies tropicales et a importé la chirurgie. Mais, en fin de compte, il y a moins de vies humaines sauvées de la sorte qu'il n'y en a de perdues par l'irruption de toutes les maladies qui accompagnent le progrès. Impossible de prévenir la maladie quand la population vit de plus en plus misérablement. Et impossible de lutter contre cette maladie quand le système médical n'est pas conçu en fonction de cette misère.
Le déracinement progressif anéantit également les possibilités curatives de la médecine africaine, qui devient inopérante quand elle n'est plus reliée au milieu traditionnel. Le monopole assuré par la médecine scientifique moderne rejette dans la clandestinité la médecine indigène, qui dégénère en charlatanisme. Pour les habitants des bidonvilles, il n'y a pas d'issue. Ces jeunes gens sont malades parce qu'ils n'ont pu s'adapter aux conditions de vie nouvelles venues de l'étranger. Leur maladie mentale exprime leur refus de la société dominante, tout comme l'alcoolisme, la délinquance juvénile, la criminalité, la drogue, qui se répandent ici aussi à toute allure. Instinctivement, ces malades trouvent refuge dans la danse. À travers la danse, ils essaient de se retrouver. Dans cette clinique psychiatrique, ils sont soignés et rassurés et pourront sans doute trouver la guérison. Mais ensuite, dehors, rien n'a changé. Le professeur Colomb dit « Si les Africains ne parviennent pas à rejeter l'idée que le progrès venu de l'étranger est l'idéal à atteindre, s'ils ne parviennent pas à comprendre que leur développement ne peut et ne doit être que l'évolution de leurs propres valeurs sociales et culturelles, s'ils ne parviennent pas à défendre ce point de vue, alors il y aura de plus en plus de fous et de malades en Afrique.